Donc chaque conférence va durer à peu près une demi-heure. Donc vous avez ici Yves Berthaud, donc, qui est directeur de recherche, qui m'a dit que c'était honoraire à l'INRAE, parce qu'il travaille maintenant au muséum, il ne travaille plus à l'INRAE. J'en dis pas plus. Et donc il est phytopathologiste, c'est-à-dire qu'il travaille, il était phytopathologiste, c'est-à-dire qu'il travaillait sur les maladies des plantes. Voilà. Avant de passer dans la biologie moléculaire. Sur la traçabilité des OGM. Sur la traçabilité des OGM, voilà. Et donc Pierre-Henri Gouillon, donc, qui est professeur émérite au Muséum d'Histoire naturelle à Paris, et donc qui est, qu'est-ce que tu m'as dit de dire déjà, agronome et généticien. Ouais, ouais. On s'en vient quand même. Hein. Et donc, qui a travaillé, enfin, il vous racontera, il a eu des histoires passées avec les anciens OGM. Et donc, du coup, là, il va y avoir deux conférences. D'abord, Pierre-Henri, qui va raconter son histoire avec, faire l'historique, en fait, des anciens OGM, d'abord. Et ensuite, il y aura Yves, qui fera une conférence sur les nouveaux OGM, en essayant de dire est-ce qu'il y a vraiment une différence au niveau des effets sur l'environnement et des effets sur l'homme, entre ces deux techniques. Voilà, alors je dois dire que cette conférence, elle est organisée par le groupe d'écologie des Verts de Morlaix, j'ai pas oublié, et je dois dire qu'il faut éteindre vos portables, j'ai pas oublié non plus. Je crois que j'ai rien oublié. Ah bah oui, c'est vrai que je dois pas. Bonsoir, et donc merci d'être venu malgré le beau temps. Et donc, on va vous parler des LPT. Donc, Philippe définira mieux que moi, donc je ne vais pas en parler beaucoup, qui sont donc aussi appelés les nouveaux OGM. On verra pourquoi ils sont nouveaux. Voilà, donc je veux vous parler de l'historique un petit peu de tout ça. En fait, c'est dans les années 1970 qu'on a commencé à savoir qu'on allait pouvoir faire recombiner des molécules d'ADN entre des molécules d'ADN provenant de différents organismes. Donc à l'époque, la technique s'appelait ADN recombinant. Et il y a eu à Asilomar, donc en Californie, voilà, un colloque en 1975 qui a marqué les esprits parce que au début des années 70, enfin en 1974 en réalité, sous l'impulsion de certains scientifiques, eh bien les scientifiques dans leur ensemble ont décidé de faire un moratoire sur l'ADN recombinant. Le temps de se poser des questions sur les risques qui étaient pris et de mettre en place des structures qui permettraient d'éviter que ces risques se réalisent. Ça s'est terminé par ce colloque à Asilomar où ils ont défini des procédures qui permettaient d'éviter donc que les risques se réalisent. Et après ce colloque d'Asilomar, tout le monde a considéré que les précautions étaient prises et qu'on pouvait y aller. On a fabriqué des commissions chargées de discuter des risques. Ces commissions avaient un petit défaut, c'est qu'elles étaient constituées essentiellement de gens qui fabriquaient de l'ADN recombinant, et donc ils étaient un peu jugés partis, il faut bien le dire. Et donc il y a eu très très peu d'avis négatifs sur tout ce qui se faisait en termes d'ADN recombinant. Les sociologues qui ont étudié la question a posteriori ont fait remarquer que à l'époque on avait dit que les scientifiques étaient super précautionneux et qui faisaient vachement attention, mais qu'en réalité l'agenda derrière l'idée de mettre en place ce colloque et de mettre en place ces structures, c'était justement de contrôler eux-mêmes la façon dont les contrôles seraient faits, et que ça ne soit pas un contrôle citoyen, mais un contrôle exercé par justement les gens qui fabriquaient ces techniques. Voilà. Alors, donc, cette conférence d'Asilomar a vraiment démarré les biotechnologies, hein, et il y a eu donc, j'aurais commencé par là, donc un colloque il n'y a pas longtemps, puisque cette conférence d'Asilomar, eh bien, elle a juste 50 ans. Voilà. À la suite de ça, il y a eu un groupe de travail qui a été mis en place, et ce groupe de travail a publié, quelques années plus tard, un rapport sur la façon, donc le groupe de travail s'appelle COGEN, sur comment faire pour éviter que l'ADN recombinant pose des problèmes. Voilà, ça c'est donc sur les années 70. On va sauter directement aux années 90. Dans les années 90, il y a eu en 92 un grand sommet à Rio, le sommet de Rio, qu'on a appelé sommet de la Terre à l'époque,
où la plupart des pays du monde se sont rassemblés pour discuter des problèmes environnementaux que posait l'activité humaine. Et à cette époque-là, un groupe s'est constitué qui s'appelait le Union of Concerned Scientists, l'Union des scientifiques concernés, et ils ont publié une note d'alerte sur les questions d'environnement. Et cette note a été publiée, mais elle a eu à peu près aucun effet aux USA et strictement aucun en Europe. Pourquoi? Parce qu'il y en a eu une autre qui a été publiée juste au même moment et qui a eu beaucoup plus de succès. Elle s'appelait l'appel de Heidelberg. Elle a été signée par beaucoup de monde, dont pas mal de prix Nobel. Et l'appel de Heidelberg disait effectivement qu'il y avait bien des problèmes d'environnement, mais qu'il fallait faire attention parce que les défenseurs de l'environnement sont animés par une idéologie irrationnelle qui s'oppose au développement scientifique et industriel. Voilà, donc les écolos sont des irrationnels qui s'opposent au progrès. Et cette manière de prendre les choses, ça n'a pas beaucoup changé depuis. C'est un leitmotiv sur les écolos, c'est les empêcheurs de tourner en rond. Et on le voit bien à l'heure actuelle avec le recul complet de tout ce qui est écologique au niveau mondial. Évidemment, avec des gens comme Trump ou avec Macron, ça risque pas de s'arranger. Et donc la baisse de vigilance sur les questions d'environnement est générale et elle est toujours motivée par cette même chose. Il n'y a rien de nouveau. C'est cette vision du progrès qui doit s'opposer à l'environnement. Les gens s'inquiétaient un petit peu des problèmes d'OGM, alors donc de manipulation génétique. Donc à partir de l'ADN recombinant, ça a changé de nom, ça s'est appelé les manipulations génétiques. Et ça, c'est un journal qui s'appelait l'Événement du jeudi, ou l'Événement ensuite qui a disparu depuis, mais qui donc en 93 publie un article qui s'appelait Enquête sur les manipulations génétiques, demain des monstres, point d'interrogation. Vous voyez un petit bandeau assez intéressant sur le côté, Israël-Palestine, la paix maintenant, donc vous voyez à quel point les problèmes n'ont pas beaucoup changé depuis. Et donc voilà, il y avait un petit concernement dans la société, mais tout le monde avait confiance, il y avait des commissions qui faisaient attention à tout ça, et donc on ne risquait rien. Évidemment, il y avait régulièrement des dessins humoristiques, des choses comme ça qui donnaient une image un peu négative de ces manipulations génétiques. Et donc, aidé à cette époque-là, l'appellation OGM, qui voulait dire organisme génétiquement manipulé. Manipulé, ça veut dire qu'on a manipulé l'ADN pour fabriquer de l'ADN recombinant. Mais les producteurs d'OGM ont dit que manipuler, c'était pas sympa, parce que le mot manipulé, il donne une image un peu négative. Alors, ils ont dit, on va appeler ça génétiquement modifié. Et alors, la bataille des mots a été très importante dans cette affaire, je vous préviens. Et donc, voilà, malheureusement, on est passé de manipuler à modifier. Et après, une fois que ça a été fait, ils ont dit, mais vous savez, modifier l'ADN, on l'a toujours fait, la sélection que font les agriculteurs, c'est de la modification génétique. Donc en fait, il n'y a rien de nouveau avec les OGM. Donc moi, je pense qu'il faut revenir à l'ancien vocable, organisme génétiquement manipulé. C'est-à-dire qu'on n'a pas simplement sélectionné, on a manipulé l'ADN, c'est pas la même chose. Ça, d'ailleurs, il y a quelques-uns de mes dessins là, qui viennent d'une publication qui était pas mal à l'époque, qui était le cahier des environnements de l'INRA. L'INRA a acquis un petit E à la fin, qui s'appelle l'INRA c'est un E minuscule quand même, et malheureusement le cahier d'environnement de l'INRA, lui, il a disparu alors que c'était un des rares trucs environnementaux qu'il y avait à l'INRA. Voilà. Toujours dans les années 90, le moment où il va se passer vraiment quelque chose, c'est un jour où le premier bateau chargé de soja transgénique débarque en France. Et à ce moment-là, l'IB, le service conso de l'IB, contre l'avis du service scientifique d'ailleurs, dirigé par Dominique Leblu à l'époque, publie un article qui s'appelle « Alerte au soja fou ». Alors, malheureusement, je n'ai pas retrouvé la photo qui accompagnait l'article. On voyait le paquebot au loin avec le soja fou à l'intérieur. Et puis, il y avait des mecs de Greenpeace en blouse blanche qui étaient sur le rivage et puis qui tendaient les bras pour essayer d'arrêter le bateau comme ça, avec le X de X-Files dans le dos. X-Files, à l'époque, c'était pour les plus jeunes, c'était une série extrêmement célèbre, voilà, un peu paranoïaque, etc. Voilà, et cet article va mettre le feu aux poudres en France, mais ceci dit, ça va être une traînée de poudre dans toute l'Europe sur le problème des OGM. Pourquoi ce titre était bien choisi et pourquoi est-ce qu'il va y avoir un gros débat qui va s'en suivre? Eh bien, c'est parce qu'on est en plein milieu de la deuxième crise de la vache folle. On a constaté que les méthodes qui étaient mises en œuvre pour protéger notre alimentation ne fonctionnaient pas, qu'on avait mis en œuvre des procédures liées aux farines animales, je n'ai pas le temps de discuter de ça aujourd'hui, mais
Mais c'est entre autres Thatcher qui avait décidé d'arrêter de chauffer les farines, et du coup, les prions contenus dans les farines n'étaient plus détruits. Et donc, le résultat, c'était qu'il y avait cette épidémie potentielle qui a finalement, heureusement, pas trop touché les humains, mais a abouti quand même au fait de massacrer un nombre de vaches extrêmement important. Et donc, comme on était au milieu de la vache folle, l'idée du soja fou, ça passait bien. Et de toute façon, comme les gens avaient perdu confiance dans les institutions, eh bien, le fait de leur dire qu'ils allaient consommer des OGM alors qu'ils ne savaient pas du tout ce qu'il y avait là-dedans, a créé une panique réelle. Et l'opinion publique s'est vraiment montée contre les OGM à ce moment-là, aux grandes dames, bien sûr, des scientifiques. Vous voyez l'image qui se traînait à l'époque, vous voyez cette ressemblance entre la vache folle et le soja fou. Et les scientifiques ont réagi d'une manière absolument inadaptée. Ils ont pris les gens pour des idiots et ils ont essayé de leur expliquer, comme à des petits-enfants, qu'il ne fallait pas qu'ils s'inquiètent. Ça n'a rassuré personne. Et les scientifiques, je me souviens, j'ai participé à de nombreux débats à l'époque, les scientifiques pro-OGM n'arrêtaient pas de dire « vous inquiétez pas, il n'y a aucun risque ». Alors, comme il n'existe aucune activité, non, aucun risque, les gens savaient bien qu'on leur mentait. Et il n'y a rien de plus inquiétant que de savoir qu'un scientifique vous ment sur le fait qu'on est en train de prendre des risques sur sa santé. Donc les gens ont été de plus en plus inquiets. Alors les scientifiques de l'époque passaient beaucoup de temps à expliquer ce que c'était que la transgénèse en pensant que si les gens étaient inquiets, c'était parce qu'ils ne comprenaient pas. Donc on allait leur expliquer pour qu'ils comprennent qu'il n'y avait pas de risque. Malheureusement pour eux, il y avait quand même quelques scientifiques dont je faisais partie qui leur expliquaient qu'il y avait des risques, en connaissant tout aussi bien le système que les autres. Alors, je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour vous expliquer comment on faisait de la transgénèse, mais bref, on prenait un morceau d'ADN dans un organisme, une bactérie, en général. Ce morceau d'ADN, le jeu consistait à le rentrer dans des cellules de plantes. Alors on faisait ça au début de façon assez violente, on trempait des billes d'or dans la sauce avec l'ADN et on projetait avec un canon les billes d'or dans la cellule, et puis l'ADN sortait des billes d'or, et puis il allait contaminer au hasard n'importe où dans les chromosomes de la plante. Et puis une fois que la cellule avait reçu l'ADN, on faisait reproduire les cellules, on régénérait une plante à partir de là, et une fois que la plante était régénérée, on triait celle qui avait reçu le gène qu'on voulait et qui le lisait, ce qui représentait une très faible proportion, 1 pour 1000%, voilà. Et donc, il fallait sélectionner ensuite les plantes qui avaient un gène qui marchait plus ou moins bien, mais qui marchait assez pour qu'on reconnaisse qu'il était encore là. Et donc, pour faire ça, évidemment, on ne pouvait pas faire ça avec beaucoup de choses. On savait faire que 2 choses. Soit rentrer un poison dans la plante de manière à ce qu'elle tue les insectes quand ils la mangeraient, soit rentrer dans la plante un gène de bactérie qui permet de résister à un poison. Par exemple, le Roundup, qui est un herbicide qui était un herbicide total à l'époque, c'est-à-dire que ça tuait toutes les plantes. Et donc, il suffisait de mettre l'herbicide pour voir si jamais la plante crevait ou pas, et si elle ne crevait pas, c'était qu'elle avait reçu le gène. Il faut faire remarquer que depuis, évidemment, toutes les plantes transgéniques qui ont été fabriquées ont fait que le Roundup n'est plus un herbicide total, puisqu'il tue toutes les plantes, sauf les plantes transgéniques, et celles qui se sont croisées avec les plantes transgéniques en question. Alors ça, c'était la méthode un peu violente. Après, on a trouvé comme des méthodes un peu plus élaborées. On utilisait une bactérie qui s'appelle Agrobacterium tumefaciens. Tumefaciens, c'est-à-dire qu'elle fabrique des tumeurs. Et pour faire des tumeurs, cette bactérie, elle rentre dans la plante et elle fait elle-même de la transgénèse, c'est-à-dire qu'elle rentre dans la plante un petit bout d'ADN qui fait que la plante fait une tumeur. Donc on utilisait cette capacité de la bactérie, on mettait les gènes qu'on voulait dans le truc qu'utilise la bactérie pour rentrer dans la plante, et puis voilà. Ça donnait le même résultat avec un peu plus d'efficacité. Bon, évidemment, l'ADN s'insérait n'importe où, il y avait des bouts d'ADN qui s'inséraient qu'on ne voulait pas, etc., etc. Mais enfin, globalement, ça marchait, c'est-à-dire qu'on a fabriqué des plantes qui tuaient les insectes et des plantes qui résistaient aux herbicides. On nous a bien dit que très bientôt arriveraient des OGM beaucoup plus élaborés qui résistaient à la sécheresse, qui pourraient pousser sur l'eau salée, etc., etc. Et ces plantes-là, on les attend toujours 30 ans plus tard. Voilà, donc voilà ce que c'est que la transgénèse. Je pense que je n'ai pas besoin de vous en raconter plus. Comme les gens s'inquiétaient, on a décidé de faire une conférence de citoyens en France. La première conférence de citoyens a été faite sur les OGM en France, figurez-vous. Elle a très très bien marché, elle était organisée par le Parlement, c'est-à-dire l'ensemble Sénat plus Assemblée nationale. Elle a été faite par un député qui pensait qu'il suffirait d'éduquer les gens pour qu'ils aient plus peur. Lui aussi, il pensait ça. Donc c'était un député
qui s'appelait Jean-Yves Le Bio, qui était très très pro-OGM. Et donc il se disait que voilà, avec ça, il allait régler le problème. Ça a été un échec complet. Il y a eu plein de scientifiques qui sont venus expliquer aux citoyens qu'il n'y avait pas de risque, mais je veux dire qu'ils avaient fait les choses honnêtement. Il y a eu aussi des scientifiques comme moi qui sont venus leur expliquer que si, il y avait des risques. Puis il y avait quelques activistes qui sont venus aussi leur dire qu'il y avait des problèmes. Et à ce moment-là, les entreprises... Alors pour la conférence de citoyens, je vais vous dire une chose, c'est que le travail a été assez bien fait. Les citoyens ont fait des conclusions très intéressantes. Ils se sont saisis du problème avec une très grande efficacité, comme toujours dans ces conférences. Le malheur, c'est que le président de l'Assemblée nationale de l'époque, qui s'appelait Laurent Fabius, a dit tout de suite qu'il était hors de question que le Parlement discute de ces questions. À l'époque, le Parti socialiste était 100% pro-OGM, d'ailleurs je pense que ça va toujours être le cas. Et le malheur de la gauche, ça a été l'existence du Parti écologiste, si je peux me permettre, parce que du coup, ça a permis aux socialistes de jamais s'occuper de ces questions en disant bah, ça c'est les Verts qui s'en occupent, c'est pas nous. Et le résultat, c'est que les socialistes ont toujours été totalement pro-progrès technique et donc anti-écolo. En gros ce qui s'est passé, et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Fabius a refusé qu'on parle de ces questions, et les travaux de cette conférence citoyenne n'ont donné aucun résultat. En revanche, ça a été très médiatisé, et à ce moment-là, les boîtes de biotech ont pensé malin de faire une grosse pub sur allons-y, il faut défendre les OGM. Ils ont fait des placards en couleur dans tous les grands journaux, disant pour maintenir notre compétitivité économique, il faut absolument faire des OGM. Alors les gens, ils voyaient d'un côté un petit agriculteur comme celui-là, qui disait non, les OGM, c'est pas bien du tout, et puis de l'autre côté, la débauche de fric des boîtes de biotech, et ça a eu un effet inverse de ce que voulaient les boîtes de biotech. Leurs pubs ont donné l'impression qu'ils faisaient de la manipulation avec beaucoup d'argent, et que donc ils étaient dangereux. Du coup, ils ont mandaté des boîtes de com pour trouver un slogan positif pour les OGM, et la boîte de com anglaise a gagné le concours. Ils ont trouvé le slogan. Alors ça, vous voyez, ça c'est le résultat de ce qu'on peut faire avec du Roundup. C'est les cultures de soja transgénique en Amérique du Sud. Et le slogan, c'était nourrir la planète. Vous l'avez entendu une fois. Oui, c'est un slogan trouvé par les boîtes de com. Ça n'a rien à voir avec la volonté des boîtes qui ont monté tout ça. Et je voudrais que vous sachiez que cette agriculture industrielle ne nourrit absolument pas la planète. Au contraire, elle fabrique les plus grandes inégalités de revenus chez les agriculteurs. Et s'il y a plein de gens qui meurent de faim actuellement dans le monde, c'est largement à cause de l'agriculture industrielle. Donc il faut arrêter avec ça, je n'ai pas le temps de discuter. Aujourd'hui, on en est à 100 millions d'hectares du même soja cultivé en Amérique du Sud avec ces OGM. Quels sont les problèmes que posent ces OGM? Eh bien pour moi, le premier problème, c'est que les gènes se déplacent. Une fois que vous cultivez un champ avec un champ OGM, eh bien les pollens des plantes que vous cultivez, les graines des plantes que vous cultivez vont se balader. Elles vont aller féconder les plantes d'à côté. Ça a plein de conséquences. Ça veut juste dire que vous ne pouvez pas espérer avoir une coexistence entre des cultures non OGM et des cultures OGM parce que les cultures non OGM sont contaminées par les cultures OGM. Alors, petit détail amusant, on n'a pas le droit de dire contaminé dans les instances officielles, il faut parler de présence fortuite. Alors j'avais fait remarquer que fortuite, ça voulait dire qu'on ne le savait pas et que nous, ça faisait des années qu'on disait que ça allait arriver, mais n'empêche que c'est présence fortuite, on n'a pas le droit de dire contamination. Et pourtant, si vous êtes bio et que vous cultivez un non-OGM et que vous êtes contaminé par un OGM, eh ben c'est vraiment une contamination parce que vous ne pouvez plus vendre votre récolte. Hein. Voilà, donc j'ai travaillé moi personnellement sur la dispersion des pollens et des graines. Alors chez le maïs, c'est essentiellement le pollen, mais on a montré que les distances étaient kilométriques. Donc, or, il a toujours été dit que le pollen ne dépassait pas 10 mètres à l'extérieur du champ. Tout ça, je peux vous garantir que c'est faux. Tout est publié pour vous dire que c'est faux, que les distances de contamination sont très facilement de centaines de mètres et vont jusqu'à quelques kilomètres. En fait, la seule chose qui limite la dispersion, c'est le temps de survie du pollen. Au-dessus d'un champ de maïs, vous avez une densité homogène de maïs, de pollen de maïs sur 1000 mètres de haut, jusqu'à la couche de nuages, là. Et après, ça se déplace en fonction du vent, en fonction du soleil, etc. Ça va, les graines de pollen vont mourir plus ou moins vite, mais il n'y a rien d'autre qui limite la dispersion. Voilà. Pourquoi c'est embêtant? C'est embêtant pour une raison très importante, en plus de celle que je viens de vous dire, c'est qu'une fois qu'une graine a été fabriquée sur une plante non OGM par croisement avec un OGM, cette plante, elle contient les gènes de l'OGM. Et quelle est la caractéristique que moi je déteste chez les OGM? C'est que le morceau d'ADN qui a été introduit, en réalité, il est breveté. Alors, ce qui est breveté officiellement, ce n'est pas le morceau d'ADN lui-même, c'est le fait de l'avoir introduit, mais le résultat est le même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce monsieur qui cultivait des colzas non OGM, et qui était entouré de gens qui cultivaient des OGM Monsanto,
Eh bien, un jour ou l'autre, qu'est-ce qui s'est passé? Monsanto est venu dans ses champs, a prélevé ses graines, les a analysées, a montré qu'il y avait des gènes brevetés dans ses semences à lui, et donc lui a interdit de continuer à semer ses semences puisqu'ils avaient leur brevet à l'intérieur. Il a eu beau faire remarquer, et ça a été accepté dans le procès, que c'est pas lui qui les avait amenés, qu'ils étaient venus tout seuls, n'empêche qu'il était contaminé, il n'avait plus le droit de semer ses semences parce que les semences étaient brevetées. Vous voyez qu'en réalité, alors on a trouvé aussi des contaminations des OGM, des maïs traditionnels mexicains avec des OGM. Vous comprenez bien que le fait de fabriquer des OGM, c'est participer à une guerre technologique qui consiste à essayer de s'approprier toutes les ressources génétiques de la planète. Vous mettez un OGM dans une plante, vous laissez le vent emmener les pollens d'ailleurs. Quand il s'agit de colza, vous laissez aussi les graines. Colza, ça produit 12 000 graines par mètre carré. 12 000 graines par mètre carré, et on en perd 10% à la récolte. Ils partent chez les voisins, etc., sur les bords des routes, etc. Donc en réalité, vous allez tartiner vos gènes brevetés partout, et vous allez être propriétaire de l'espèce cultivée grâce à vos brevets sur cette espèce. C'est ça l'enjeu. S'ils veulent absolument fabriquer des OGM, si Bayer a pris le risque de racheter Monsanto malgré tous les procès que Monsanto prend actuellement à cause de la toxicité du Roundup, c'est parce que derrière, il y avait tous ces brevets qui donnent la propriété des plantes cultivées. Pendant ce temps-là, la propagande pro-OGM battait son plein. Il y a un article du Figaro disant les OGM se portent bien. La personne qui parle dans cet article, je la connais très bien, elle est dans mon labo, s'appelle Agnès Ricroc, et elle a fini d'ailleurs en disant maintenant le débat sur les OGM d'un point de vue sanitaire est clos. Voilà. Donc tout est réglé, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'arrêtaient pas de dire les scientifiques pro-OGM à cette époque-là. Et donc Agnès Ricroc, elle est le dernier auteur de cet article. Mais elle est avec des gens beaucoup plus compétents qu'elle qui ont fabriqué, qui ont effectivement écrit l'article. Et dans cet article, ils disent qu'il n'y a aucun problème. Je vous en prie, entrez. Je vous laisse vous asseoir, allez-y. Cet article est nul sur le plan scientifique, les statistiques sont nullissimes. Le statisticien en chef chargé des questions d'OGM a écrit d'ailleurs un papier disant que cet article valait rien, mais ça n'a pas eu beaucoup d'importance, personne ne s'en est occupé. Ce qui est drôle, c'est que dans la même revue, cet article-là est sorti très peu de temps plus tard, signé par un dénommé Serralini et ses collègues, et lui, il disait qu'il y avait des problèmes avec les OGM parce que les maïs résistants au Roundup, et du coup traités au Roundup qu'on faisait manger à des rats, développaient des cancers. Enfin, les rats développaient des cancers. Et ça, alors là, ça n'a pas plu du tout à la communauté. En fait, on sait aujourd'hui que c'est Monsanto qui a organisé une bronca contre Serralini, dont tout le monde a dit que son article était très mauvais sur le plan statistique. Alors ce qui est intéressant, c'est que les mêmes qui avaient dit que l'article d'avant était mauvais ont dit encore une fois que c'était mauvais. Bon. C'était nettement moins mauvais. Et en plus, c'était plutôt meilleur que les articles, que les recherches qui servaient à accepter les OGM. Donc moi, c'est ce que j'aurais dit. J'aurais dit, écoutez, critiquez la manip de Serralini tant que vous voudrez, mais à ce moment-là, critiquez aussi toutes les autres qui font le même protocole. Ah non, c'est celui-là qui nous intéresse. D'accord? Donc en fait, on a démoli l'article de Serralini pour des raisons qui ne sont pas tout à fait respectables. Si ça vous intéresse, je pourrais vous donner une explication dans la discussion. Mais en tout cas, le résultat, c'est que la communauté scientifique s'est érigée en tribunal de l'Inquisition et a exclu Serralini des cadres scientifiques. L'INRA a des associations laboratoires, bien sûr, et il a plus ou moins été obligé d'arrêter ses recherches. C'est intéressant parce que dans l'image populaire, Galilée, c'est le scientifique rationnel qui se bat contre l'Inquisition. Aujourd'hui, l'Inquisition, les tribunaux d'Inquisition, c'est les scientifiques eux-mêmes. Et du coup, on est dans une situation inversée, si vous voulez, en termes d'Inquisition. Il y a eu des grands scientifiques comme celui-là, Marc Fellous, je le connais bien, il était trésorier de la Société française de génétique quand j'étais vice-président. Mais il a écrit des choses totalement fausses sur l'article de Serralini, il a même été condamné par la justice pour diffamation. Les scientifiques ont continué à se battre dans ce genre-là, et ils ont, par exemple sur le site du CNRS, pendant une bonne dizaine d'années, il y a eu un texte qui s'appelait « Pour un débat raisonné sur les OGM ». Alors je vous préviens, si jamais vous voyez un truc qui emploie le mot rationnel ou le mot raisonné, il y a 9 chances sur 10 que ça soit un truc anti-écolo. Parce que la rationalité, c'est devenu l'inverse de l'écologie. Et dans ce texte, eh bien,
ce qui est marqué, c'est qu'il y a une sacralisation de la nature, et que les écolos voient la nature comme un truc sacré, que du coup ils sont incapables d'accepter quoi que ce soit qui transforme la nature. L'histoire de la rationalité, elle a été pas mal étudiée par un trio, deux super journalistes qui s'appellent Stéphane Foucard et Stéphane Laurel, ils ont le même prénom mais pas le même genre, hein, tous les deux journalistes au monde, et puis un historien, Sylvain Laurens, qui est un spécialiste du mouvement rationaliste français. Et ils ont montré comment toute une série d'institutions françaises rationalistes étaient devenues des marchands de soupe pour les technologies. Alors, je vais vous en citer quand même deux. L'Association française pour l'information scientifique, un groupe de scientifiques au départ tout à fait respectable, mais qui a été infiltré par les pro-biotechnologie et qui actuellement nie tous les problèmes liés aux OGM ou liés aux pesticides. Vous voyez là, il n'y a pas de problème de pesticides, les cancers de l'environnement, ça n'a rien à voir avec les cancers du sein, ça n'a rien à voir avec l'environnement, etc., etc. Ça, c'est la FIS dans leur site Science et Pseudosciences. Et puis, je vais finir avec ça. La FIS va promouvoir les OGM en utilisant tous les arguments qu'ils peuvent. Et un argument qui est vachement utilisé par les pro-OGM, c'est le riz doré. Alors, le riz doré, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Quand on a fait la Révolution verte, on a dit qu'on allait aider les pays du tiers-monde, à l'époque ça s'appelait comme ça, à améliorer leur agriculture. Donc on leur a expliqué que ce qu'il fallait qu'ils fassent, c'était ce qui poussait le mieux chez eux, puis le reste, ils arrêtent. Oui, j'ai encore 5 minutes, t'inquiète pas. Et le reste, ils arrêtent. Et donc, par exemple, dans certains pays d'Asie, on leur a dit, bah, faites du riz et faites que du riz. Arrêtez les légumes, parce que ça, vous n'êtes pas très bon. Et vous vendrez le riz et vous achèterez des légumes avec ça. Alors évidemment, c'était une idée stupide, parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que le cours du riz a fluctué, etc. Et puis que progressivement, en vendant du riz, on ne pouvait plus acheter des légumes. Et le résultat, c'est qu'il y a des tas d'endroits dans les pays du Sud où les gens ne mangent plus que du riz. Et quand vous mangez que du riz, il vous manque la vitamine A, qui est une vitamine essentielle. Et en l'absence de vitamine A, les enfants, ils deviennent aveugles, voire même ils meurent. Et donc, évidemment, la solution logique elle est agronomique. Hein, c'est de dire, bah, oui, on a fait une connerie, il fallait remettre des légumes autour des champs de riz. Mais ça ne fait pas moderne. Ce qui fait moderne, c'est de prendre le gène de vitamine A dans les plantes, dans les légumes, et de le foutre dans le riz. Alors ça c'est la technologie. Et donc, on va fabriquer un riz transgénique qui possède le gène de vitamine A. Le gène de vitamine A, c'est en gros du carotène, hein, donc ça donne une couleur jaune au riz, et il est joli. Oui, ça s'appelle du riz doré. Voilà. Et ce riz doré, eh ben, il était censé régler les problèmes de carence en vitamine A. Bon, il ne produisait pas assez de vitamine A au départ. On avait montré qu'il fallait manger 100 kg de riz par jour pour que ça suffise, donc c'est un peu foutu d'eux. Donc ils ont augmenté la production, etc. Ils ont augmenté tellement la production que du coup le riz ne produisait plus rien. Mais enfin, n'empêche, le riz doré existe et il est considéré par la plupart des scientifiques comme une solution géniale pour régler le problème. Et jamais ils ont pensé qu'on pourrait mettre des légumes et que de toute façon, ça serait quand même mieux de manger du riz avec des légumes que de manger du riz doré tout seul. Et j'ai eu un débat avec la présidente de la FIS, une fois, qui est une prof de biochimie bien gentille, à qui croit qu'elle fait du bien, hein, et à qui je dis ça, je dis, mais enfin, quand même, c'est quand même mieux de mettre des légumes avec le riz. C'était un colloque sur la nutrition et la gastronomie à Tours. Hein. Et je lui dis, oh, c'est quand même mieux de mettre des légumes avec du riz que de prendre du riz doré. Elle me répond, mais enfin, vous n'allez quand même pas obliger ces pauvres Asiatiques qui n'aiment pas les légumes à manger des légumes. Vous voyez, le manque de connaissances totale, quand même. Donc, c'est ça le niveau scientifique de ces débats. Hein. Je voudrais que vous soyez bien conscient de la chose. Hein. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu toute une pétition signée par plein de prix Nobel, etc., pour dire que c'était la faute de Greenpeace si les Asiatiques ne mangeaient pas leur riz doré. Et donc, il a accusé Greenpeace de crime contre l'humanité parce qu'à cause d'eux, il y avait ces enfants qui devenaient aveugles. Et on en est là dans le débat. Oui, le débat sur les OGM, il a été pourri d'un bout à l'autre. Donc, voilà. Il y a une pétition, si ça vous intéresse d'aller la signer, des choses sur le web. Bon, je passe là-dessus. Et je m'arrête là-dessus pour vous dire, vous voyez qu'on a eu un débat absolument pourri sur les OGM et que ça ne s'arrange absolument pas avec l'arrivée des nouveaux OGM, les NBT, que je vais laisser mon collègue vous présenter maintenant. Merci. C'est le poids.
après cette brillante introduction par Pierre-Henri, je vais empiéter un petit peu sur son domaine. On s'est connus il y a un peu plus de 40 ans. Lui était assistant en amélioration des plantes à l'agro et moi en phytopathologie. Et on se croise de temps en temps. On n'a jamais fait de petit, hein, malgré tout. Alors, les diapos que je vais vous présenter sont extraites d'une partie qui est plus longue et dans laquelle il y a beaucoup plus de détails. Mais je n'ai pas voulu vous assommer avec des tas de détails techniques. Donc, je vais juste vous donner les grands titres. Et si vous voulez, de toute façon, les diapos seront disponibles ici. Et vous pourrez récupérer tous les détails avec des références scientifiques, etc. Donc, la question, c'est... Pourquoi des NTG? Donc, pourquoi est-ce qu'on ne les appelle pas des OGM, etc. En fait, le problème général, c'est la sélection variétale. La sélection variétale a commencé par des herbivores qui ont commencé à consommer autour du point d'eau. C'est une première sélection. Après, on a eu des êtres humains qui se sont mis à sélectionner un peu plus. Et ça a entraîné quelque chose qu'on appelle le syndrome de domestication. Ce syndrome de domestication, avec des facteurs qui nous intéressaient, comme par exemple une épiaison au bon moment, une floraison au bon moment, etc. Mais du coup, de plus en plus, on est parti... Donc de plus en plus, on est parti d'une très forte diversité avec ce qu'on appelle un super pangénome. Alors, les pangénomes, c'est au-dessus des génomes. Actuellement, pour vous donner une idée, on fait des dizaines de milliers de pangénomes chez les plantes pour essayer d'avoir une idée de la diversité. Chez l'homme, actuellement, on a à peu près 300 000 pangénomes à peu près corrects dans les bases de données. Et les Américains commencent à séquencer 1 million de pangénomes, en incluant des peuples premiers. Tout ça pour essayer de comprendre pourquoi, par exemple, des thérapies géniques fonctionnent chez certains, mais pas chez d'autres. Ce sont ces pangénomes, cette variabilité qu'on a entre nous, qui est très importante et qui explique beaucoup de choses. Donc, en fait, les pangénomes, la quantité de pangénomes disponibles diminue avec les espèces cultivées, et on va chercher des systèmes pour accroître à nouveau cette diversité qu'on a perdue et pour faire de l'amélioration variétale pour répondre aux besoins, nourrir le monde, le changement climatique, etc. Et on voit apparaître de plus en plus des techniques, comme par exemple ici des marqueurs, et ces marqueurs permettent de prendre des brevets sur des traits naturels parce que depuis 1990, une directive européenne permet, si la technique que vous avez utilisée pour revendiquer un trait, ça peut être la production d'une toxine, ça peut être la production d'un sucre, d'une huile, etc., d'un acide gras, ces marqueurs, s'ils peuvent être appliqués par exemple à toutes les plantes, vont vous permettre de breveter un trait naturel. Et c'est un des gros problèmes dont je vous parlerai un peu plus tard là-dessus. Comment en est-on arrivé des OGM au NTG? En 2007, le COREM c'est l'équivalent de ce qu'on avait en France avec le Haut Conseil des biotechnologies, pose des questions en disant les nouvelles techniques de sélection, c'est-à-dire les New Breeding Techniques, produisent-elles des OGM? Exemple de question, vous greffez une plante non OGM sur un porte-greffe OGM, est-ce que les fruits, le raisin par exemple, seront des OGM? Est-ce que si vous utilisez une technique de mutagénèse dirigée comme par exemple ZFM, une technique qui utilise des nucléases, est-ce que ça va donner des OGM alors qu'on considère que c'est quelque chose de précis? Et petit à petit, on va évoluer, ça va être aussi CRISPR-Cas9, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, avec ce qu'on appelle l'édition du génome, qui est un effet de rhétorique où on change le nom. Il n'y a jamais eu d'édition du génome, ça donne juste l'idée qu'on corrige quelque chose qui était mal fait, alors qu'il n'y a jamais eu quelque chose de mal fait. Pendant 10 ans, on a attendu une réponse de la Commission européenne pour savoir si ces nombreux produits étaient ou pas des OGM. Et en fait, on a eu la réponse au travers, et là j'étais expert au niveau
du Conseil d'État et puis de la Cour de justice de l'Union européenne, parce que la Confédération paysanne et cette autre organisation ont porté devant le Conseil d'État une question sur ce qu'on appelait les OGM cachés, c'est-à-dire des plantes qui étaient tolérantes à des herbicides, mais qui étaient obtenues par mutagénèse et que le gouvernement français avait décidé de ne pas considérer comme des OGM. Le Conseil d'État a été interpellé à ce propos, il y a eu une enquête à la barre, et le Conseil d'État a envoyé des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne en rajoutant le cas des produits NBT à l'époque. Et en 2018, la Cour de justice de l'Union européenne a dit en gros, ce sont des techniques qui permettent d'avoir des produits dont la sécurité n'est pas avérée depuis longtemps, donc ce sont des OGM. En gros, tout ce qui est sorti comme technique après 2018, la directive qui sert pour la définition des OGM, sont des OGM. Alors là, ça a été une levée de bouclier des firmes en disant, mais vous vous rendez compte, l'Europe va être encore en retard, pas d'innovation, perte de compétitivité, etc., etc. Et donc, il y a eu une demande très forte de certains États membres et des lobbies, bien entendu, pour que la Commission européenne fasse une proposition, ce qu'elle a fait en 2023. Et actuellement, en 2025, on est en négociation tripartite, c'est-à-dire entre la Commission européenne, le Parlement européen et les États membres. La France ayant un avis positif sur l'utilisation. Et en fait, ce que cherche la Commission européenne, c'est d'éviter l'étiquetage avec le terme négatif d'OGM. Et pour ça, elle a développé toute une rhétorique, avec en particulier un changement de nom. Donc on est passé des OGM au NBT, des NBT on est passé au NTG, et de façon en fait à noyer le poisson, et surtout d'éviter cet étiquetage. Parce que il y a toujours en Europe un refus des produits issus des biotechnologies. Et c'est pour ça que si vous allez dans les supermarchés, vous ne trouverez au maximum que certains produits du type sauce de barbecue importés des États-Unis dans lesquels vous trouverez des OGM. Sinon, évidemment, il y a beaucoup de produits destinés à l'alimentation animale qui sont OGM. Donc, on est arrivé à cette technique NTG et donc on a utilisé, enfin, les pro-OGM décident de l'appeler édition du génome, comme si ça changeait tout, alors que ce sont des techniques de mutagénèse dirigée, et la mutagénèse dirigée existe depuis 40 ans. C'est pas parce que vous avez des nouveaux outils que la mutagénèse n'existait pas avant. Et donc, pour citer, moi je suis franc-comtois, donc je vous cite un autre franc-comtois, Louis Pasteur, à propos de l'esprit critique, qui est toujours nécessaire quand on se retrouve face à des scientifiques dont Pierre-Henri a bien montré qu'ils étaient capables de raconter n'importe quoi, et en particulier de dire « surtout ne regardez pas ce qu'on fait, on sait mieux que vous ce qu'on doit faire, etc. » La première chose qui se passe quand on fait des OGM, que ce soit des NTG, des NBT ou autres, c'est de casser en fait tous les tissus, de casser les cellules pour pouvoir en fait rentrer ces produits. Et généralement, toute l'évaluation du risque se fait sur les noyaux, mais on ne se préoccupe pas des organelles comme les chloroplastes, comme les mitochondries, etc. Or, par exemple, on a des maladies qui sont issues, par exemple, de modifications au niveau des chloroplastes ou des mitochondries. On a en fait un très gros problème avec les NTG, comme on l'avait déjà avec les OGM, c'est une très difficile corrélation entre le génotype, c'est-à-dire ce que vous allez rajouter, et le phénotype. Et pourquoi? Parce que ce qui compte le plus, en fait, c'est le fond génétique. Et que ce qu'on leur apporte, les seules choses que l'on arrive à faire fonctionner, ce sont des systèmes quasiment indépendants, comme les toxines BT dont on vous parlait tout à l'heure pour les insectes, ou des gènes de résistance à des herbicides comme le Roundup ou le dicamba ou le 2,4-D. En fait, on a ce problème-là qui est présent tout le temps, et c'est une des raisons pour lesquelles, malgré 40 ans de mutagénèse dirigée, il n'y a quasiment pas un produit qui est sorti et qui soit vraiment qui ait remplacé les OGM transgéniques, qui sont
Les OGM transgéniques, dont on vous parlait de plus de centaines de millions d'hectares, c'est quelques pays, et c'est avant tout des soja, colza, coton, qui sont résistants à des herbicides ou qui sont résistants à quelques insectes, avec des échappements. Qui empoisonnent. Résistant, il les tue. Alors, ce qui a été mis actuellement, quand on vous parle des produits NTG, on vous cite toujours CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9, c'est issu de la recherche fondamentale. C'est pour juste vous rappeler que la majorité du progrès que l'on fait en biologie, c'est issu de la recherche fondamentale, et que c'est rare que, malgré toutes les incitations des ANR, des programmes européens, etc., qu'on arrive à une innovation. C'est juste la sérendipité, la capacité à réagir sur une information souvent inattendue qui va vous permettre de progresser. Les CRISPR-Cas9, ce sont des systèmes en fait où on va introduire, que ce soit sous forme d'ADN, sous forme d'ARN messager ou sous forme d'enzyme, une enzyme qui est la CRISPR-Cas9 qui va couper. Et c'est une enzyme qui coupe à toute vitesse. Donc il s'agit de réduire le temps d'action de cette enzyme. Et c'est pour ça qu'on est passé de l'ADN à l'ARN messager puis à l'enzyme, pour essayer de réduire ce temps d'action. Elle coupe, et elle coupe en double brin, ce qui est le pire pour une cellule. Chez les animaux, généralement, ça induit des cancers. Donc il faut derrière que se mette en branle un système de réparation qui est très rapide aussi, qui réagit très vite, mais qui ne sait absolument pas quels sont les deux morceaux qu'il va accoler, qu'il va abouter. Et c'est le gros problème, c'est que vous avez des tas de réparations comme ça qui sont mauvaises, et on peut même arriver à ce qu'on appelle une chymotrypsie. Et chymotrypsie, c'est ce qu'on appelle aussi le chaos génétique, c'est-à-dire que vous avez des morceaux qui ont été réaccolés dans tous les sens, et ça donne non seulement des aberrations chromosomiques, etc., mais ça vous donne par exemple des micro-noyaux qui vont avoir une ségrégation, une séparation dans la descendance qui est non mendélienne. C'est pour vous dire que quand vous utilisez cette enzyme, vous occasionnez des tas d'effets sur la cible que vous visez, sur des séquences plus ou moins homologues à droite à gauche, ce qu'on appelle les effets hors cible. Vous introduisez, parce que vous utilisez une CRISPR-Cas9 issue de matériel biologique, vous introduisez le matériel contaminant, et parce que vous utilisez aussi des cultures in vitro pour le faire, vous introduisez des tas de mutations, ce qu'on appelle la variation somaclonale. Et tout à l'heure, Pierre-Henri vous montrait par exemple le cycle de régénération des plantes. Vous avez des mutations à la fois dans la culture in vitro, les multiplications cellulaires. Pour une cellule qui est issue et qui va donner une plante, vous pouvez avoir de 10 000 à 1 million de cellules qui ont été tuées, qui ont été éliminées, parce qu'en en fait, elles ne donnent pas le phénotype ou au moins le marqueur qui nous intéressait au départ. Ces mutations se continuent quand on va introduire, donc ce que je vous disais tout à l'heure. Ensuite, quand on va faire la régénération de la plante en faisant des cales, ça induit, on est obligé de changer les hormones et ça va induire de nouvelles mutations et épimutations et mutations dans l'épitransscriptome, 3 niveaux de mutation. Et ensuite, par exemple, l'habituation, quand vous allez avoir votre cale, la plantule, vous allez la passer en serre, vous avez des nouveaux types de mutations qui apparaissent. Et ensuite, quand vous passez des serres au champ, et là, vous pouvez avoir un problème de stabilité. Et c'est pour ça que, par exemple, vous criblez 10 000 plantes et vous pouvez en avoir une seule à la fin, parce que le comportement en serre n'est pas forcément le comportement en champ. On en est même arrivé, c'est pour ça qu'on fait des essais de stabilité sur plusieurs années avant de commercialiser, mais on est même arrivé à certaines variétés qui ont été retirées après 3 ou 4 ans de commercialisation. C'est pour vous dire que le génome réagit. Le fond génétique est ce qui compte le plus, et c'est pour ça que beaucoup de gens s'intéressent à la plasticité phénotypique plutôt que à ces systèmes génétiques. Alors, à partir de CRISPR-Cas9, en fait, les collègues ont développé
des tas de systèmes différents. La première chose, c'est au lieu de faire de la coupure double brin d'ADN, ça a été de faire ce qu'on a des nicases, c'est-à-dire de couper un seul brin pour réduire le nombre de hors-cibles. Après, on s'est dit, on va faire du prime editing ou du base editing, c'est-à-dire changer un nucléotide. En fait, on s'est aperçu que ces techniques permettaient d'avoir encore plus d'off-target, mais plus difficiles à détecter. Et en fait, un des problèmes qu'il y a majoritairement, après on a rajouté d'autres, j'ai toute une liste de nouvelles modifications qui ont été introduites par des fusions avec d'autres gènes, etc. En fait, on induit des tas de modifications qu'on ne connaît pas, et comme ça coûte cher de séquencer, pourquoi ça coûte cher? Le séquençage au nucléotide, le prix a énormément baissé au cours des dernières décennies. Donc on vous dit maintenant, un séquençage, c'est pas cher, je vais vous prendre un petit morceau d'ADN, je vais l'envoyer aux États-Unis puisqu'on n'a pas le droit de le faire ici, puis je vais regarder si vous avez tel ou tel gène qui éventuellement pourrait vous induire une maladie, enfin qui est corrélé à une maladie. En fait, si vous voulez avoir un bon séquençage, il faut faire un séquençage profond, voire ultra profond. Et ça peut être jusqu'à 1000 fois, voire dans certains cas 10 000 fois le même séquençage. Donc, quand vous avez quelque chose qui ne coûte pas cher au nucléotide, mais qu'il faut refaire 10 000 fois, vous imaginez le prix. Et c'est pour ça que la majorité du temps, ce qu'on fait avec ces techniques NTG, c'est non pas de faire un séquençage complet, c'est en fait, par PCR, d'aller chercher des séquences plus ou moins homologues et de se dire, je vais faire une PCR là, et s'il n'y a pas de différence, c'est bon. En gros, on est dans le cas de je ne vous vois pas, mais je vais être capable de dire que tout va bien, parce que j'en ai vu un qui me regardait. Alors, ici, c'est juste pour vous montrer, là, on parle d'une plante. Alors, les plantes, déjà, la majorité des plantes sont des plantes récalcitrantes, et voire même les espèces, les variétés, non seulement les espèces, mais les variétés. Supposons que vous ayez une plante qui ne soit pas récalcitrante. Vous avez, pour obtenir la variété commerciale du fond, vous allez faire de la culture in vivo, de la mutagénèse, vous allez utiliser le germplasme, c'est-à-dire toutes les variétés qui sont rassemblées par une société pharmacière, vous allez faire des rétrocroisements et vous allez arriver à la variété. Vous pouvez faire ça aussi sur des tissus. Vous pouvez faire ça ensuite, là, c'est les systèmes de mutagénèse. Alors, une technique qui a été mise en avant pendant des décennies, c'était les cultures cellulaires. On vous disait, je fais des cultures in vitro, la variation somaclonale va induire des variations et ça me suffira. Après, on a eu des agents mutagènes, physiques ou chimiques. Après, on a eu la transgénèse, donc les OGM dont parlait Pierre-Henri tout à l'heure. Et ensuite, on a eu ces systèmes de nucléases dirigés sur des séquences. Donc CRISPR-Cas9 dont je vous parlais tout à l'heure, les TALEN, etc. On fait de la sélection des cellules transformées, on fait des inductions de cal, la régénération, l'habituation, et ensuite on fait des rétrocroisements. Quand on vous dit, par exemple, qu'on va accélérer la production de variétés commerciales, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous allez essayer de faire les modifications sur ces variétés élites dans lesquelles vous cherchez à introduire le caractère que vous avez modifié ici par les rétrocroisements et éliminer toutes les mutations et permutations qui existent. Mais ces variétés élites ont été tellement sélectionnées qu'il est très difficile de les transformer. Par exemple, ici, dans le cas du col d'or, on utilise pratiquement toujours la variété Topaz 19.2. C'est depuis 25 ans, 30 ans, on utilise 40 ans, on utilise cette même variété. Et on sait très mal utiliser des variétés élites de maïs, de colza, de soja, etc. Dans le cas du maïs, par exemple, la distance génétique entre deux variétés élites, c'est la même qu'entre le chimpanzé et nous. C'est pour vous dire que quand on vous dit que j'ai des variétés élites et que je vais rapidement les utiliser pour obtenir les variétés commerciales, non, pas du tout. Et c'est pour ça que même la transformation de variétés élites de maïs, par exemple, est capable d'être publiée dans Cell, voire dans Science, etc., ou dans PNAS. Donc, c'est pour vous dire que la difficulté
déjà on part de certaines espèces ou de variétés qui ne sont pas récalcitrantes, mais qu'en plus, quand on vous dit qu'on va aller plus vite pour produire, c'est faux. On ne sait pas le faire. Alors, pour vous parler aussi de la précision, puisqu'on vous parle de mutagénèse dirigée, donc on a l'impression, en gros, on est passé des OGM transgéniques, des bombardiers B-52 sur le Vietnam qui envoyaient des tapis de bombes, on est passé aux missiles tels qu'on voyait en Irak, à la première guerre de l'Irak, au Moyen-Orient. On voyait le missile qui fonçait sur un bunker ou sur un char d'assaut. On ne voyait pas les dégâts collatéraux, mais on voyait qu'il n'avait pas arrosé quand même trop large. Mais cette précision n'est pas aussi importante que prévu. Je vous ai parlé tout à l'heure des modifications sur cible, des modifications hors cible, des contaminants qui sont apportés par les réactifs, qu'on retrouve quand on fait du séquençage complet et de toutes ces variations dues aux cultures in vitro, etc. Voilà, donc comme des spécialistes comme David Liu, qui est un grand spécialiste des techniques, raconte, non, on n'arrivera jamais à avoir quelque chose qui soit totalement précis. Et voilà. Alors, c'est pas parce que je suis jurassien que ce sont mon voisin, mais depuis elle m'a été très demandée, en particulier par des collègues allemands, etc. C'est pour vous dire que la précision n'est pas si grande que ça, qu'il y a beaucoup d'erreurs à côté, et ce qui compte avant tout, c'est la rhétorique des entreprises, c'est une captation d'attention. On vous dit, focalisez là-dessus et ne regardez pas le reste. Et ça, c'est un mécanisme qui est très facilement sollicité chez les gens et qui réagissent facilement. En fait, on a toute une économie comme ça de promesses techno-solutionnistes, nourrir le monde. Nourrir le monde. Quelle est la principale cause de faim dans le monde? Les guerres. Deuxième cause, les déplacements de population. Troisième cause, les revenus insuffisants. Voilà. Actuellement, si vous comptez en calories, nous sommes en surproduction. On a de quoi produire 3 milliards de personnes en plus de ce qu'on a. Simplement, ça ne rapporte pas assez. Donc c'est pour ça qu'il s'agit de dire qu'on va nourrir le monde. Vous pouvez avoir des pays en Afrique, par exemple, où vous avez une région où il y a une famine, et parce qu'il y a de mauvais systèmes de transport, d'infrastructures de transport, vous pouvez avoir une autre région qui est en surproduction, qui n'arrive pas à transporter l'aliment. Vous avez aussi tous ces systèmes alors la meilleure nutrition, par exemple. Aux États-Unis, on produit actuellement des fruits et légumes avec plus de fibres parce que les Américains mangent trop de frites et de choses de ce genre-là, et donc il leur faut des fibres. Donc on produit des légumes avec encore plus de fibres pour essayer que les rares fois où on mange un peu de légumes, ils aient plus de fibres. Ou on produit par exemple de l'ananas rose parce que c'est joli déjà. Donc on a augmenté la teneur en lycopène de l'ananas et c'est plus sucré. Donc vu le nombre de cas d'obésité qu'on a aux États-Unis, que ce soit encore plus sucré, que ça incite encore plus à manger de l'ananas, je ne suis pas sûr que ce soit mieux. L'adaptation au changement climatique. Donc actuellement, on a de gros problèmes à la fois de sécheresse et d'inondation. Or, tout le système de régulation chez les plantes, c'est un système en réseau. Et donc, quand vous commencez à modifier quelque chose, par exemple pour améliorer la sécheresse, la résistance à la sécheresse, généralement, vous impactez sur la résistance à l'inondation. Je vais vous citer juste pour vous rappeler l'importance du fonds génétique. Aux États-Unis, les firmes avaient commencé à commercialiser aux environs 2015 des variétés de maïs supposées être plus résistantes, plus tolérantes à la sécheresse pour le Middle West. C'était formidable, et évidemment, on avait augmenté les prix au passage, les firmes augmentaient leurs marges.
En fait, l'USDA, donc l'équivalent de l'INRA plus le ministère de l'Agriculture, a fait des tests. Et en fait, là, il n'y avait pas d'augmentation, c'était dans la moyenne des variétés qui existaient. Donc il n'y avait aucune, alors que les firmes type Monsanto, Corteva, Dupont, etc., annonçaient au moins 15% de meilleure tolérance à la sécheresse, il n'y avait aucune différence par rapport aux variétés existantes. Inversement, le CIMIT, donc il y a un centre international payé par des cotisations de fondations, d'États à l'ONU, etc., le CIMIT, qui est au Mexique, le Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, donc le Centre international d'amélioration du maïs et du blé, avait développé des variétés de maïs par sélection conventionnelle. Eh bien, ces variétés de maïs obtenues de manière conventionnelle étaient plus de 30% tolérantes à la sécheresse, quel que soit l'environnement, et c'est actuellement la base de tous les maïs que l'on cultive en Afrique. C'est pour vous dire, entre la publicité que vous fait une société qui annonce plus 10 à 15% dans certaines circonstances et qui en fait est dans la variation classique, et ce que on est capable de faire par sélection, c'est toujours le fond génétique qui compte, majoritairement. On a des mythologies économiques aussi. C'est l'innovation, par exemple. Comment est-ce qu'on mesure l'innovation? Généralement, on mesure par le nombre de brevets. Alors, regardons la France versus la Chine. La Chine, si vous êtes chercheur et vous déposez un brevet, vous avez entre 2 et 6 mois de salaire en plus. Je peux vous dire qu'en France, on aurait des brevets avec à chaque fois 2 à 6 mois de salaire en plus, on se mettrait à faire beaucoup plus de brevets. Parce que moi, j'en ai déposé, et ça vous prend autant de temps que d'écrire un article, et fondamentalement, ça ne vous rapporte rien. Bon. La compétitivité. En fait, la compétitivité, quand vous regardez, c'est vraiment la course de la reine rouge de Alice au pays des merveilles. C'est juste pour rester sur place. C'est pas chercher à avoir quelque chose où on se sente mieux. C'est pas le bien-être, c'est pas l'intérêt général, c'est pas le bien commun. Non, c'est juste courir. Courir pour le plaisir de courir. Et puis, au final, les NTG participent de ce qu'on appelle une dépendance au sentier, c'est-à-dire, en gros, c'est comme ça qu'on travaillait jusqu'à présent dans l'agriculture intensive, donc on va continuer, parce que c'est le plus simple, tout le monde a l'habitude de faire ça, et ça permet surtout, pour les grosses entreprises et les exploitants agricoles, une capture de rente. La capture de rente, c'est les subventions de la PAC, et vous avez, comme ces subventions sont à la surface, vous avez intérêt à racheter des surfaces, à vous agrandir, vous avez intérêt à acheter un tracteur plus gros, vous allez vous endetter, etc. Et vous allez avoir toujours des taxations sur les produits, sur le gasoil, etc., etc. Donc en fait, les NTG participent totalement au maintien de l'agriculture intensive et polluante que nous avons. Alors ces modifications sont-elles assimilables à des modifications naturelles? Non, parce que déjà c'est pas le même type. Les modifications naturelles, ce sont des modifications qui apparaissent majoritairement lors de la réplication des cellules, et surtout leur nombre et leur type, leur fréquence ne sont pas les mêmes. Et en fait, c'est pas du tout naturel, et comme le rappelait Camus, mal nommer un objet, c'est ajouter aux valeurs du monde. Et il faut vous rappeler une chose, c'est qu'en fait, ça c'est Dobzhansky en 1973, rien ne de sens en biologie si ce n'est à la lumière de l'évolution. C'est-à-dire de rapporter des pièces comme les morceaux d'ADN ou d'ARN qu'on entre, ça ne fonctionne pas. Alors, cette naturalité supposée, les assertions de la Commission européenne, etc., permettent de dire qu'il n'y a pas de possibilité de détecter ces produits, il n'y a pas possibilité de détecter ces produits, et il n'y a pas possibilité de les tracer. Pourtant, ces produits, il faut les tracer. Pourquoi? Parce que quand vous faites des OGM, vous ne faites pas que des OGM pour la nutrition. Vous faites des OGM pour faire des produits industriels. Vous faites de la biorémédiation. Par exemple, biorémédiation, vous utilisez des plantes pour détoxifier un sol parce qu'il y a dedans c'est un sol pollué. Vous pouvez faire du biofarming. Biofarming, par exemple, à un moment donné, on a eu des contaminations de maïs qui étaient censés vacciner des cochons contre une maladie.
Et évidemment, ça s'est échappé et il y en avait dans la nutrition, dans l'alimentation humaine. Vous n'avez pas forcément envie de vous faire vacciner contre une maladie du cochon. Et des tas de choses comme ça. Le Starlink, le premier cas, ça a coûté $1 milliard pour récupérer toutes les contaminations qu'il y avait. La détection et la traçabilité est nécessaire pour la coexistence des filières. Si vous regardez par exemple en Espagne ce qui se passe, toutes les régions dans lesquelles vous avez des OGM, le bio a disparu. Donc la coexistence des filières est absolument nécessaire et pour ça il faut une détection et une traçabilité. Comme vous le rappelez tout à l'heure Pierre-Henri, le maïs c'est au moins 3 km de pollen viable. Le colza avec les abeilles c'est 13 km. Donc 13 km autour. Le maïs, c'est pour ça que par exemple quand il y a de la production de semences de maïs dans une région, il y a des arrêtés préfectoraux en France où on vous interdit de faire du maïs grain sur plusieurs kilomètres autour, parce qu'il y a des nuages polliniques qui se baladent, etc. Et les 3 km, c'est les manips qu'on faisait avec des avions et des essais qu'on avait dans les Landes, dans le programme COEXTRA, qui a été le plus gros programme européen que j'ai coordonné sur la coexistence et la traçabilité des OGM. Et Agrostis stolonifera, qui est utilisé dans les golfs de Trump pour les crimes de golf, c'est 20 km de dissémination. Donc en gros, la coexistence, ça devient un problème politique. C'est-à-dire que vous devez faire des zones dédiées. Vous pouvez du coup décider, ok, la Beauce, ça va être des OGM, et puis l'Alsace, parce qu'ils ont déjà une filière qualité en maïs, on va décider que c'est une OGM. Et donc c'est plus la négociation d'un rentrée agriculteur, du style je laisse 2 ou 3 rangs, etc. Là, c'est des régions entières, ça devient un problème politique, et ça a tout bloqué. On a la protection du brevet, c'est aussi nécessaire, et c'est aussi nécessaire parce qu'il faut protéger les variétés qui sont issues de sélection conventionnelle. Actuellement, vous avez des procédures Bayon, où vous avez des entreprises qui ont revendiqué un trait, et qui vont voir des sociétés qui ont déjà des variétés commercialisées depuis des années avec ce même trait, obtenu de sélection conventionnelle normale, et leur disent « Ah, mais vous avez le même trait, on va vous faire un procès. » Et comme ça coûte cher, et comme s'opposer par exemple à un brevet, c'est toujours une procédure en appel, donc il faut que vous attaquiez le brevet, ça prend des années, ça coûte très cher, donc personne n'ose le faire, et donc c'est une procédure Bayon parce que vous avez plusieurs entreprises françaises, par exemple, mais il n'y a pas que des françaises, qui arrêtent de commercialiser des variétés parce qu'elles sont attaquées par des variétés, par des sociétés qui ont breveté un trait. On a des monopoles, et puis si on n'a pas de détection de traçabilité, il n'y a plus de libre choix du consommateur. Ça, c'est pour vous montrer les faits, et je vais avoir terminé très rapidement. C'est le prix ici des semences OGM aux États-Unis, et ce sont des statistiques de l'USDA, hein, c'est pas un anti-OGM qui a fait ça. Ici, vous avez les prix des semences en général, et ici, c'est les prix des OGM. Donc, en fait, la marge est énorme pour les sociétés, et donc elles ont tout intérêt à la fois à privatiser le vivant, comme on en parlait tout à l'heure, mais surtout aussi à continuer à en vendre, parce que ça rapporte vraiment beaucoup. Alors, en conclusion, la traçabilité est absolument nécessaire pour l'information, la coexistence et la surveillance générale. La surveillance générale, par exemple, si vous regardez ce qui se passait en Chine pour le coton. Le coton BT, qui est donc tolérant à un insecte, a été utilisé sur d'assez grandes surfaces, sur à peu près 4 millions d'hectares à un moment donné. Et du coup, on a réduit la quantité de pesticides, puisqu'il y avait une toxine BT pour le protéger. Se sont développés alors des myridés, c'est des petites punaises qui ne sont pas un problème sur le coton, mais qui sont un problème sur d'autres plantes, qui se sont répandues ailleurs et qui ont attaqué en particulier beaucoup de vergers. Et en fait, on s'est mis à utiliser beaucoup plus d'insecticides ailleurs, sur 110 millions au lieu de 4 millions d'hectares de coton. Et donc, en fait, si on regarde, et c'est ce pourquoi il est important de faire de la surveillance générale, c'est-à-dire étudier à grande échelle
sur le long terme les effets inattendus non prévus dans l'évaluation des risques. Et là, au final, les Chinois ont eu plus d'utilisation de pesticides alors que les cotonoculteurs en utilisaient moins. Bon, on a des définitions imprécises parce que la Commission européenne a essayé de proposer une classe d'exemption d'OGM pour les NTG1 avec un chiffre qui est un chiffre de 20 nucléotides qui est totalement politique. On ne sait pas d'où ça sort. Personne n'a été capable de nous l'expliquer. Et seul un haut fonctionnaire de la Commission européenne a dit bah oui, il fallait bien un chiffre, donc on a pris 20 nucléotides. Voilà. C'est une économie de la promesse, il faut regarder certains articles qui rappellent, en particulier même des gens des firmes comme Kaifo, Birch et d'autres, en 2023, ce sont des agronomes qui font des essais au champ et qui disent à leurs collègues biologistes moléculaires, s'il vous plaît, arrêtez de promettre n'importe quoi, ça ne marche pas au champ. C'est même des scientifiques et pas dans une revue de seconde zone. L'indépendance au sentier, bon, une fausse route du taux génétique alors que vous avez de la plasticité phénotypique, vous avez l'accommodation végétale, c'est beaucoup plus flexible face aux aléas climatiques. La capture de rente qui continue, le monopole et finalement c'est une capture des crédits. Par exemple, vous avez des gens, Ayoub et Soto en 2023, des Argentins, qui ont développé des produits OGM, un blé qui est un peu tolérant à la sécheresse, et qui disent « Oh oui, mais ça marche quand même, ça marche pas très bien. Il faudrait qu'on ait beaucoup plus de crédit public pour pouvoir continuer là-dessus et pouvoir faire du bénéfice. » Voilà. Bon, bah, le débat est ouvert. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions dans la salle ou pas. On est ici pour se faire remonter le moral. Voilà, c'est ça. Bonjour, merci pour ces deux présentations. J'ai une question, je n'ai pas vraiment suivi l'évolution là depuis une trentaine d'années, mais on en est où des diverses études de toxicité via l'alimentation qu'on trouve dans nos commerces, puisqu'on sait qu'il y a énormément de choses dans les rayons des hyper et super qui contiennent ces produits-là, parce qu'ils sont tout simplement importés, font partie de ces produits importés. Et je pense à la viande, plein d'autres choses de ce type, là, dont les animaux étaient allègrement nourris à ce genre de produits qu'on continue à avaler tous les jours. En fait. Voilà. Est-ce qu'il y a des études là-dessus? Alors, je voudrais vous dire que d'abord, la toxicité pour les humains, elle existe. Enfin, il y a sûrement des cas, et on va en parler. Moi, ce qui m'a toujours posé problème dans ces histoires d'OGM, c'est qu'on arrive à mobiliser les gens que sur les humains, alors que le problème il est bien plus grave sur le plan de la diversité des plantes cultivées et de l'avenir de l'agriculture. Donc, certes, on a utilisé la toxicité sur les humains pour faire peur aux gens, mais franchement, c'est pas le problème numéro un. Alors, concernant la toxicité, quand même, la toxicité directe des OGM, il y a eu quelques cas qui ont été démontrés. Le plus amusant, ça a été en Écosse, une patate transgénique qui avait été fabriquée. Et il y a un chercheur qui, juste comme ça pour vérifier, a mangé ces patates à des rats, et les rats ont développé des tas de tumeurs. Il a, malheureusement pour lui, donné ses résultats dans un colloque avant de les avoir publiés. Du coup, il a été instantanément viré de son laboratoire et toutes ses recherches ont été détruites dans le laboratoire où il était. Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'effectivement, ces patates étaient vraiment très toxiques parce que par malchance, le transgène était tombé à côté d'un gène de production de solanine qui est un vrai poison dans les patates. Donc, du coup, cette patate n'a jamais été commercialisée quand même, je vous rassure.
L'affaire Serralini, qu'est-ce qu'il avait montré Serralini? Que des maïs transgéniques résistants au Roundup, et particulièrement traités au Roundup, du coup, étaient toxiques. En fait, je pense que ce n'était pas la résistance au Roundup qui était toxique, c'était le fait que, du coup, le maïs, il contenait du Roundup. Parce qu'il faut bien voir que si jamais vous avez une plante résistante au Roundup, ben, du coup, vous mangez du Roundup. Bon, vous en mangez aussi si vous mangez des plantes pas résistantes. Ben, les Allemands, par exemple, ont la bonne idée de mettre du Roundup sur leur blé de manière à faire que le grain se sèche plus vite et on vend mieux du grain de blé bien sec que du blé pas sec. Bon. Mais évidemment, les plantes résistantes au Roundup contiennent du Roundup, ou en tout cas des dérivés du Roundup quand vous les mangez. Et alors, la question de savoir si le Roundup est toxique ou pas, ça c'est intéressant, il y a des débats. Il y a des organismes qui disent que oui et d'autres qui disent que non. Alors maintenant, on sait très très bien où est la différence. Les organismes qui disent que oui, c'est des gens qui ont regardé les recherches qui ont été faites par des organismes indépendants et qui enlèvent les recherches faites par les entreprises elles-mêmes. Donc si vous comptez les recherches faites par les entreprises elles-mêmes, vous trouvez qu'il n'y a pas d'effet du Roundup. Et si jamais vous enlevez les recherches faites par les entreprises, vous trouvez qu'il y en a. Trouvez l'erreur. Voilà. Donc effectivement, on sait bien que certaines de ces technologies ne sont pas bonnes pour la santé, et moi je pense que l'effet majeur, c'est quand même celui des pesticides. Donc que ce soit les pesticides que vous mettez comme le Roundup sur une plante parce qu'elle est résistante, ou que ce soit parce que vous cultivez une plante qui elle-même produit un pesticide. Parce que là, tu as encore des réflexes de phytopathologistes, tu as parlé de plantes tolérantes aux insectes, mais ils ne sont pas tolérantes aux insectes, elles empoisonnent les insectes, elles produisent un poison. Et les poisons, plus ça va, plus on sait qu'ils ne sont pas très spécifiques. Il y a quand même un article extraordinaire publié par l'ensemble de toutes les firmes de biotech qui montre que 82% de leurs pesticides tuent les abeilles. 82%. C'est publié par Bayer, Syngenta, Corteva, Dow Chemical, etc. Donc, le fait, et parmi ces 82%, il y a 75% des herbicides. Des trucs qui sont faits pour tuer les plantes et qui tuent les abeilles. Ça vous montre la non-spécificité de ces produits. Donc effectivement, des produits phytosanitaires, ou pesticides comme vous voudrez, un produit phytosanitaire, c'est le mot poli pour dire pesticide, ils sont certainement mauvais pour la santé et on en bouffe, c'est sûr. Et que ça soit OGM ou pas. Sûrement encore un peu plus avec les OGM. Le gros problème, en fait, c'est d'avoir une cohorte, une population à tester importante. En Europe, on n'en a pas. Sauf si vous vous précipitez sur les sauces de barbecue ici importées des États-Unis, on n'en a pas. Après, il y a les animaux. Les animaux, on a fait de la détection, par exemple, dans le sang de vaches nourries, etc. On retrouve, en effet, de l'ADN de soja qui a été donné, ou du maïs qui a été donné à manger. Le problème, c'est que pour pouvoir être sûr que la vache a été nourrie, il faudrait en fait utiliser tout le sang de la vache, et ça reviendrait trop cher. Donc, vous avez en effet des morceaux d'ADN ou d'ARN qui passent la muqueuse intestinale, on sait que chez certains animaux, ça influe sur la régulation des gènes, mais on ne peut pas aller plus loin. Quand vous avez par contre une population comme les États-Unis, aux États-Unis, qui consomment des OGM, même si la majorité de la production des OGM va en alimentation animale, vous en avez quand même dans l'alimentation humaine, en fait on n'a pas de traçabilité. Et donc on ne sait pas comment faire. Pour vous donner une idée juste d'un produit qui est utilisé dans l'alimentation végétarienne, végane. C'est à base d'un Fusarium venenatum. C'est une mycoprotéine et on a mis 30 ans depuis la commercialisation pour se rendre compte qu'elle induisait des allergies fortes, des chocs anaphylactiques et des maladies intestinales, etc. C'est pour vous dire, quand vous n'avez pas de moyen de traçabilité, vous ne pouvez pas savoir exactement ce qui... Alors que les Américains auraient pu nous servir de cobayes. Une autre question? Merci beaucoup. Au début, vous avez mentionné la négociation tripartite là, qui se tient à la Commission européenne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le calendrier? Parce que ça avance à bas bruit, alors que pour les OGM, il y avait un peu plus de communication. Donc on en est où là? C'est quoi les échéances? Alors, la dernière proposition date de mars 2025, donc ils en sont encore à négocier.
La question, c'est plus sur des aspects techniques. Actuellement, il y a une majorité. Donc il y a une majorité entre le Parlement européen, la Commission européenne et les États membres pour faire passer et exempter un certain nombre de produits NTG de l'étiquette et tout ça. La question maintenant, c'est juste des petits détails. Est-ce que je vais mettre les délétions dedans ou pas? Est-ce que je peux mettre toutes les plantes ou pas? Enfin, etc. Et donc on peut penser qu'en 2026, ça va être passé. Ce qui est intéressant de noter à ce propos-là, c'est que la Commission européenne, bon, je suis un des fondateurs du réseau européen de détection des OGM, le réseau ENGL, European Network of GMO Laboratories, qui est coordonné par la Commission européenne, et je coordonnais la délégation française et les laboratoires français qui travaillaient là-dessus. Pendant plusieurs années, le réseau ENGL a demandé à la Commission de l'argent, des financements, pour pouvoir tester la traçabilité. Parce que toutes les choses dont je vous parlais, les cicatrices, les off-target, les hors-cibles, les sur-cibles, etc., tout ça, ce sont des moyens que l'on est capable d'utiliser par ce qu'on appelle une approche matricielle pour détecter et connaître, savoir si ce produit est un produit NBT ou pas, NTG ou pas. La Commission, pendant 7 ans, a refusé. Et maintenant que la Commission tripartite a commencé, enfin la négociation elle a lancé 2 programmes. Donc à la fin, alors qu'elle est en train d'autoriser avec le Parlement européen et les États membres, parmi les États membres, il y a l'Autriche, il y a la Slovénie qui sont contre, peut-être la Slovaquie, je crois, et la Hongrie, la Pologne peut-être. La Pologne aussi est contre. Voilà. Mais ils n'ont pas la majorité, donc ça va passer au Conseil de l'Europe. Et donc, comme par hasard, c'est au dernier moment, alors que c'est en train de passer, que la Commission européenne a lancé 2 programmes, pas très, avec des financements assez faibles. Hein, je crois que c'est 3 millions d'un côté et 4 millions de l'autre, sachant qu'il y a une dizaine de labos à chaque coup. Et un des programmes est coordonné par le BVL allemand qui dit la détection n'est pas possible. Donc, quand vous avez déjà un a priori comme ça, la détection n'est pas possible et qu'on vous donne 4 millions pour prouver que c'est pas possible, vous pouvez imaginer ce que ça va donner comme résultat. Enfin, vous voyez, ce sont des agendas politiques. Et c'est pour ça que je vous remettais cette diapo de la conférence dont a parlé tout à l'heure Pierre-Henri sur la conférence de 98 de Jean-Yves Le Déaut. C'est vraiment toujours d'actualité, toutes les recommandations, la transparence, comment ça s'appelle, le principe de précaution, etc. C'est toujours d'actualité. Mais ils ne veulent pas en entendre parler. Parce que c'est un agenda politique et que c'est dans une vision néolibérale, et puis que derrière, il y a des lobbies. Ce n'est pas pour rien que la COPA-COGECA, c'est la FNSEA derrière, le GIA, la coordination rurale, sont tous pour ça. Parce que c'est la dépendance au sentier, c'est l'accaparement des terres, c'est l'accaparement des financements, et au niveau de la recherche, par exemple, puisque nous sommes quelques-uns à être chercheurs, c'est avant tout du ciblage vers des innovations, où on va vous demander à l'ANR, où l'Agence nationale de la recherche, où on va vous demander dans les programmes européens, en gros, combien d'emplois dans quelques années. C'est une aberration, quoi. Le sentier. Je ne sais pas ce que c'est que le sentier. La dépendance au sentier, c'est de faire comme on a toujours fait. C'est une expression des économistes et des sociologues. Comme la capture de rente ou la capture du régulateur, c'est des termes que j'emploie, que j'utilise un petit peu trop peut-être. La dépendance au sentier, on fait de l'agriculture intensive, productiviste, polluante, etc. Pourquoi s'arrêter? De toute façon, les pollueurs ne sont pas les payeurs. Pourquoi s'arrêter? Et puis on manque d'eau. On n'en a pas assez pour les centrales nucléaires qu'on veut nous mettre. On va faire du méga bassines. De toute façon, ce n'est pas un problème. Oui, il y en a 3 en fait.
Bonsoir. Ma question concernait justement la recherche et le financement de la recherche, parce qu'on voit et on sait que c'est de plus en plus compliqué, que la recherche se fait par projet financé, et que si vous ne répondez pas aux appels d'offres en fonction des projets, eh ben, vous n'avez plus de moyens pour exercer votre recherche. Et selon vous, quelles pourraient être les possibilités de faire évoluer ces nouveaux schémas de fonctionnement de la recherche pour qu'on garde une certaine indépendance et du coup d'avoir une parole un peu autre comme celle que vous venez de décerner ce soir. Merci. Alors, en euros constants, on progresse. Mais en euros, on dit en compte de l'inflation, on diminue les crédits. La part française est toujours inférieure à 2%. Et le crédit d'impôt recherche, c'est ce qui actuellement permet de gonfler les chiffres en disant on est les meilleurs, pourquoi pas. En fait, c'est un des problèmes. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, on avait des crédits récurrents. Et donc, ça nous permettait de lancer des programmes et après, éventuellement, on allait chercher en plus de l'argent. Maintenant, on est obligé de passer sous les fourches codines de l'ANR, des programmes européens. Pour l'ANR, c'est quand même moins de 10% qui ont du succès. Donc vous passez des semaines à suer, à remplir vos dossiers, etc. Moi, quand le programme CoExtra dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est sur la coexistence et la traçabilité, c'est un programme qui était de 24 millions d'euros. J'avais 18 pays, 200 scientifiques et leurs équipes. Il m'a fallu plus de 8 mois pour préparer ce programme et l'INRA m'avait embauché une entreprise qui m'aidait à remplir des tas de pages. C'est abominable, vous ne faites plus de la science, quoi. Vous remplissez des tas de pages sur le gender action, combien il va y avoir d'hommes, de femmes. Donc vous êtes en train de monter un programme et vous êtes en train de vous dire, alors en Slovénie j'ai 2 femmes, en Allemagne j'ai 1 femme et 4 hommes. Il faut que j'arrive à en trouver d'autres. Et encore, à l'époque, on ne nous demandait pas s'il y avait aussi des transgenres ou autres. Mais c'est pour vous dire, on se perd dans des choses, et ça c'est une chose, et après il faut aller chercher les postdocs, il faut aller chercher les thésards, etc. Et puis attention, il ne faut pas plus de 3 ans, c'est un programme de 4 ans. Il ne faut pas plus de 3 ans pour le thésard, parce que sans ça, ou le postdoc, parce qu'il va devoir être recruté, et donc vous devez le perdre 3 ans, alors qu'il a été formé, et boum, vous perdez la personne compétente. Enfin, c'est une aberration. Donc il est clair qu'il faudrait retourner à un système de crédit récurrent, et que, comme autrefois, il y ait juste une petite partie où on puisse aller chercher sur des programmes innovation, machin, etc. C'est vraiment... surtout que, ne serait-ce que CRISPR-Cas9, c'est issu de la recherche fondamentale. Charpentier, Touna et Charpentier expliquaient le nombre de problèmes qu'elles avaient à publier autrefois sur ces systèmes CRISPR-Cas9 qui n'intéressaient personne. Et maintenant, tout le monde en veut. Et vous faites des fusions avec d'autres gènes, etc. Alors, pour répondre à votre question, comment faire du coup pour que ça soit des crédits récurrents qui soient donnés au laboratoire et plus des crédits sur programme qui sont nécessairement influencés par l'industrie? Eh bien, la réponse, elle est malheureusement qu'il faudrait changer nos dirigeants politiques et les changer de façon réellement drastique. Et pour le moment, les changements qui s'annoncent seront plutôt dans le mauvais sens. Bon, on ne peut pas faire beaucoup pire que les actuels, mais on peut quand même encore faire un peu pire, et c'est probablement ce qui va arriver. Donc je ne vois pas d'issue à moyen terme. Je dois vous dire quand même, sachez-le bien, que le dernier dirigeant français qui a vraiment défendu la recherche fondamentale, il s'appelait De Gaulle. Il a dit une phrase assez incroyable à ses collègues, il leur a dit « Les amusements de ces messieurs nous coûtent cher, mais nous ne pouvons pas faire d'économie là-dessus », en parlant des chercheurs de recherche fondamentale. Son successeur, Georges Pompidou, avait une phrase amusante sur le sujet de la recherche. Il disait qu'il y avait 3 manières de gaspiller son argent. La plus agréable, c'était les femmes. Bon, c'était les années 70, ça. La plus rapide, c'était le jeu, et la plus sûre, c'est la recherche scientifique. Voilà. Et dans la suite, tous les gouvernements, les uns après les autres, qu'ils soient de gauche ou de droite, je me souviens bien de Jospin avec qui
frité là-dessus. Jospin nous disait, les fonctionnaires doivent travailler pour le bien de la France, et le bien de la France, c'est l'emploi. Et pour que l'emploi fonctionne, il faut que les entreprises soient en pleine forme. Et donc, les fonctionnaires doivent tous se mettre au service des entreprises, les chercheurs aussi. Voilà, c'était ça le leitmotiv. Et ça ne s'est jamais arrêté. C'est-à-dire que c'est plus ou moins avoué, mais la recherche doit se mettre au service de l'économie d'entreprise. Et pour le moment, tous les dirigeants sont sur cette ligne-là depuis Pompidou. Donc je ne vois pas ce qu'on peut espérer à moyen terme. Bon, je passe à la question suivante. Oui, vraiment, je trouve très beau que votre conférence puisse avoir lieu dans un lycée agricole. Par curiosité, j'aimerais savoir combien il y a de personnes dans l'Assemblée qui travaillent ou qui étudient dans ce lycée. Il y en a un. Enlevez la main. Il y en a. Voilà. Était lycéen ici. Parce que l'importance il y a aussi, c'est important que jeunes, on comprenne ceci, qu'on puisse avoir ces connaissances qui permettent de faire des choix un peu éclairés dans sa pratique future. Et je voulais savoir si vous êtes accueillis dans d'autres lycées agricoles, si c'est possible, s'il y a des professeurs qui sont spécialistes de ce domaine. Alors je vais vous dire que la première fois que je suis allé faire une conférence dans un lycée agricole, et pas comme ici, une conférence pour les élèves du lycée agricole, c'était il y a une bonne quinzaine d'années, et j'ai été accueilli comme un ovni quand même. C'était un prof un peu spécial qui m'avait invité. Bon. Puis après, je suis allé à la cantine avec les autres profs qui me regardaient de travers, etc. C'était à Arras, hein, c'est un lycée agricole bien dans le milieu de la grande culture. J'y suis retourné il y a quelques années et l'ambiance avait changé. C'est-à-dire que maintenant, je pense que dans tous les lycées agricoles, il y a des cours sur l'agroécologie et il y a des profs qui se spécialisaient dans ce genre de domaine. Donc l'ambiance dans les lycées agricoles a changé. Ça ne veut pas dire qu'on n'enseigne pas aussi, bien sûr, l'agriculture la plus productiviste et la plus chimique, mais il y a au moins l'attitude inverse qui est au moins citée. Je dois vous dire d'ailleurs qu'on a tous les deux travaillé à ce qu'on appelait l'agro avant, donc aujourd'hui ça s'appelle AgroParisTech, à l'époque ça s'appelait Institut National Agronomie de Paris-Grignon. Dans cette école-là, moi j'y ai été étudiant dans les années 70, j'ai eu les cours d'agriculture la plus productiviste du monde, et puis j'ai eu aussi les cours de René Dumont, qui a été le premier candidat écolo en France, au présidentiel pour les plus jeunes, donc qui nous expliquait les problèmes de biodiversité, les problèmes de changement climatique et les problèmes de développement des pays du tiers-monde. C'était ça son cours. Donc à l'agro, il y a toujours eu les deux. Et du coup, les étudiants, ils s'orientaient en fonction de leur goût vers le développement du tiers-monde, l'écologie ou l'agriculture productiviste. Ça, les deux, et l'agro, ils trouvaient son compte parce que du coup, l'agro plaçait des gens dans tous les domaines. Donc voilà, je pense que les lycées agricoles sont sur la même dynamique à l'heure actuelle. Au moins, les élèves en lycée agricole ont les moyens d'être sensibilisés à la question. Alors, dans mon cas, j'étais invité dans les lycées agricoles quand j'enseignais uniquement la phytopathologie. Après, quand j'ai commencé à parler plutôt de traçabilité, de détection des OGM, etc., là, c'était plutôt dans les écoles d'agronomie, voilà. Donc, et des universités. Donc, je n'ai plus été invité dans les lycées agricoles comme phytopathologiste. Oui. Comme vous l'avez dit, en fait, l'histoire se répète un peu parce que dans les années 90, il y avait eu cet appel d'à Heidelberg. Si je me souviens bien, l'année dernière, en février 2024, quand ils ont commencé à dire qu'ils allaient déréguler, la Commission européenne allait déréguler les OGM, il y a eu une tribune, alors je ne sais plus, je crois que c'était dans l'IB, où c'est signé par plein de scientifiques pour rappeler justement la dérégulation des nouveaux OGM, etc. Et donc ça veut dire qu'aussi, même au sein des chercheurs, je pense qu'il y a je pense qu'il y en a qui sont de bonne foi en disant mais oui, il faut laisser le progrès avancer, mais il y a une méconnaissance, je pense,
parlais tout à l'heure de René Dumont, enfin de toute l'histoire de l'agroécologie, de la défense de l'écologie. Par exemple, le rapport Meadows en 1971, c'était quand même des chercheurs du MIT, et qui disaient qu'il y aura des limites à la croissance. Et bon, l'agriculture en fait montre là ses limites ultimes. Donc je pense qu'aussi au sein de la communauté scientifique, il y a une méconnaissance de tout cet aspect économique derrière, et il y a aussi une volonté de continuer le progrès pour le progrès sans jamais le remettre en question. Et ça, c'est vraiment très difficile de faire face en fait. Vous avez parfaitement raison, la communauté scientifique est très majoritairement formatée à ce mythe du progrès. Et évidemment, c'est très satisfaisant pour les scientifiques, le mythe du progrès, parce que au fond, les scientifiques, ils sont à la base. Hein, le mythe du progrès, c'est qu'il y a un progrès scientifique, un progrès des connaissances. Le progrès des connaissances permet des progrès techniques qui permettent un progrès du confort des gens, puisqu'ils ont assez à manger, ils ont de quoi habiter, etc. Et du coup, une fois que ce confort est acquis, eh bien, les humains vont s'élever l'esprit et l'âme, et donc il va y avoir un progrès moral et social et intellectuel. Alors, les dernières études que j'ai vues, moi, faites par des sociologues sur le progrès moral lié à l'augmentation de richesse donnent le résultat inverse. Hein, les plus riches sont moins moraux que les moins riches, mais bon, ça c'est un autre problème. En tout cas, ce mythe du progrès anime la communauté scientifique, d'une part. D'autre part, chez les biologistes, il y a un point particulier qui est que comme la plupart des laboratoires de biologie sont subventionnés par les entreprises agrochimiques, biotechnologiques et pharmaceutiques, qui sont plus ou moins les mêmes d'ailleurs, eh bien, le résultat, c'est qu'il y a des liens organiques, si vous voulez, entre les responsables de laboratoire et puis, ces entreprises. Et c'est très compliqué de comprendre les problèmes de conflit d'intérêts. Je pense que c'est très rare qu'un scientifique dise « je vais mentir, comme ça me donnera plus de crédit ». En revanche, il peut y avoir des relations amicales avec tel ou tel responsable de l'entreprise, et du coup, ça influencera la façon dont il va penser et dont il va agir. Hein. C'est un problème. Moi, j'étais responsable d'un cours sur ces questions de biologie et société au Rudulm, donc à la normale supérieure, et je faisais venir Stéphane Foucard, qui un jour a fait une intervention sur ce sujet, et Stéphane Foucard, c'est le journaliste du Monde qui s'occupe de ces questions, hein, qui est un type vraiment que je trouve absolument remarquable. Et il a raconté qu'une fois, il avait vu un problème qui est lié à une équipe de recherche qu'il connaissait bien et qu'il aimait bien, et du coup, il avait essayé de t'en parler parce qu'il les connaissait. Et il dit après, je m'en suis voulu, quoi, parce que en fait, c'est ça le problème du conflit d'intérêts. C'est pas seulement un problème de fric, c'est aussi un problème de bonnes relations, etc., etc. Donc je pense que dans les laboratoires de biologie, il y a une majorité de laboratoires qui sont très très liés avec les industriels. Et ça, plus le mythe du progrès dont vous parlez, ça fait que la communauté scientifique dans son ensemble n'est absolument pas mobilisée sur ces questions. Il n'y a pas de... Pour juste insister là-dessus, quand j'ai commencé dans le réseau ENGL, on a été invité plusieurs fois de suite par le Life Science Institute, qui est un organisme rémunéré par les firmes. Et on se retrouvait à des colloques. Donc j'étais avec les collègues de la Commission européenne, avec les gens de la répression des fraudes comme moi, l'INRA, etc. et tout ça. Et vous vous retrouvez à faire une présentation, et le midi, vous déjeunez avec aussi bien vos collègues des labos publics que des labos privés, que du lobbyiste qui est en face de vous. Et le soir, vous vous retrouvez pendant 3 jours comme ça. Et après, ça devient en effet difficile de critiquer ces gens-là, parce que sans que ça soit devenu des copains, ce sont des êtres humains, etc. C'est pas du frontal. Et clairement, il y a un lobbying qui est extraordinaire. Et ça influence même au sein de l'expertise. Quand j'étais au comité scientifique du Haut Conseil de biotechnologie, je m'occupais de détection, traçabilité et surveillance générale. Et en surveillance générale, j'avais une collègue qui est maintenant à l'Académie d'agriculture, qui faisait, on se partageait les dossiers, parce que évidemment c'est des dossiers à lire, vous avez que les informations des pétitionnaires, et vous devez aller chercher de l'information par ailleurs. Généralement c'est le week-end, puisque l'expertise n'est absolument pas reconnue dans la fonction publique.
et sauf au muséum, puisque ça fait partie des 5 missions du muséum, l'expertise et des collections en plus. Eh bien, à un moment donné où je faisais des critiques sur tel dossier, la collègue me disait, enfin, tu vas pas les embêter, enfin, ils dépensent déjà plein d'argent pour ça, etc. Je disais, mais Catherine, à ce moment-là, supprimons directement la réglementation. Je suis en train de faire remarquer que, contrairement à ce qui est demandé dans la réglementation, telle chose ne sont même pas présentes. C'est pas que c'est faux ou quoi que ce soit, c'est même pas présent. Donc je demande que ça soit présent. Et vous vous retrouvez comme ça avec des collègues au comité scientifique. J'en avais d'autres qui, eux, étaient financés par l'IMAGRIN et d'autres, etc. Donc vous pouvez vous imaginer la pression que vous avez dans les instances d'expertise. Et la même chose, j'ai été auditionné au Parlement européen, à l'OPEX, etc. Vous vous retrouvez face à des collègues qui font pression sur vous, pour en gros, que vous écrasiez. Donc le conflit d'intérêts commence en effet pas seulement avec de l'argent, etc., mais par les relations amicales qu'ils essayent de créer avec vous, et après, vous avez la pression de certains. Il ne faut pas vous attendre à ce que quelqu'un qui est financé par le programme Genius, INRA, ANR, etc., qui a de l'argent, qui s'est battu pour avoir de l'argent, que quand il rentre dans la salle d'expertise, il laisse tomber tous ses décors et qu'il devienne tout d'un coup quelqu'un de neutre qui va réfléchir à l'intérêt général, au bien commun, etc. Donc il y a des tas de façons de noyauter des scientifiques. Et après, évidemment, ils vont signer les pétitions, parce qu'ils sont payés pour ça aussi. Ils ont gagné, ils font partie des 1 à 10% qui ont gagné un projet ANR. Et puis après, évidemment, il y a une espèce de cooptation des gens qui sont tous d'accord entre eux pour faire partie des instances dirigeantes. Et donc, vous ne trouverez pas un seul dirigeant de ces instituts qui ne soient pas tous très très pro-technologiques, sans parler de l'Académie des sciences, qui assiste. L'Académie des sciences, elle a défendu l'amiante, elle a défendu les OGM, elle a toujours défendu la technologie, quelle qu'elle soit, contre... Ah, mais j'ai oublié de vous le dire, en fait, l'appel de Heidelberg, on sait maintenant qui est-ce qu'il a écrit, hein, c'est les communicants de l'amiante. Et il a été signé par quasiment tout le monde à l'Académie des sciences. Et je peux vous dire que nous, on est ultra mal vus à l'Académie des sciences, ils nous détestent, hein, ça, il n'y a pas de problème. Pour vous donner une idée, est-ce qu'on peut passer à la question suivante? Ouais, lisez juste la mondialisation des experts d'un de nos collègues INRA, David de Mortin. Il est un spécialiste de la cooptation des experts, de la mondialisation, comment ça se fait et comment ça se bouge dans les instances d'expertise. David de Mortin. Oui, je voulais juste apporter des précisions sur le lycée public agricole de Sussigno qui vous accueille ce soir. J'ai été enseignante pendant 14 ans jusqu'à l'année dernière. Et juste une petite parenthèse, c'est étonnant que Stéphane Foucard n'ait pas encore été viré du monde, mais il y a encore des journalistes courageux et voilà. Sachant qu'Hervé Kempf l'avait été juste avant. Hervé l'avait été, et longue vie à reporter. Hervé a fait quelques erreurs tactiques que n'a pas faites Stéphane, et Stéphane m'a dit que l'une des... Et je vous le dis parce que ça peut peut-être vous servir dans vos décisions. Une des choses qui fait qu'il est pour le moment pas trop attaqué au monde, c'est que quand vous lisez un article du Monde sur le web et puis qu'on vous dit réservé aux abonnés et que du coup vous vous abonnez, et ben ça, ils ont une statistique de ça et il est de loin le champion. C'est-à-dire que le nombre d'abonnements, il est le journaliste pour lequel il y a le plus de nombre d'abonnements de gens. Donc si vous voulez vous abonner au Monde, vous abonnez pas comme ça, vous allez lire un article de Stéphane Foucard, et puis là vous dites je m'abonne pour lire l'article, et ça, voilà, c'est ça qu'il faut. Il se fait attaquer régulièrement dans les commentaires après, qu'on peut lire. Enfin bon, donc juste sur le lycée agricole de Sussigno qui nous accueille, c'est un lycée agricole public. Et l'enseignement agricole public est dans un état de plus en plus préoccupant. Vous me direz de quel pan de l'enseignement l'éducation nationale, c'est pas mieux, mais particulièrement public agricole. Et celui-ci est atypique. Il y a une ferme, enfin une exploitation bio
depuis un certain nombre d'années. Et vous avez un public d'apprenants, apprenantes assez diversifié, on va dire, parce qu'il y a les bacs pro, conduite et gestion d'exploitation agricole et agroéquipement. Vous avez un bac général, scientifique, et vous avez un bac technologique, sciences, technologie, agronomie du vivant, et, particularité, un BTS, gestion protection de la nature. Donc voilà. Et pour ce qui est des profils bac pro, les enseignants font ce qu'ils peuvent effectivement pour intègrer des éléments effectivement sur l'étude des sols, l'agroécologie, etc., devant des jeunes dont l'attention est de plus en plus captée par les écrans de leur portable. Voilà, ça c'est aussi un vrai souci. Et qui sont eux-mêmes dans une reproduction de schémas familial hérités depuis plusieurs générations. Donc voilà, vous avez quand même c'est puissant, c'est profond, et ce qui compte pour ces jeunes, déjà quand les parents ne les ont pas dissuadés, surtout c'est pas comme nous parce qu'on s'en sort pas, et ceux qui veulent, ce qui compte pour eux c'est est-ce que ça va être rentable, comment je vais m'en sortir. Donc ce sont beaucoup plus des éléments économiques que le reste. Merci. Merci pour ces présentations très riches. J'avais une question et une remarque. Une question très pragmatique. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, ici, à part voter, ça on était un peu au courant, merci de le rappeler, mais qu'est-ce qu'on peut faire notamment dans nos pratiques de consommation? Voilà, donc est-ce qu'il y a des moyens de ne pas mettre d'argent dans les produits qui sont homogénéisés? Voilà, et puis une micro-remarque par rapport au dossier à remplir pour avoir les noms pour avoir des crédits de recherche, etc. Moi, pour l'avoir connu dans d'autres domaines, je vois bien la charge que ça représente. Néanmoins, je pense que la place des femmes dans les domaines scientifiques et dans la recherche n'est pas un non-sujet. Donc je pense que c'est assez légitime que les crédits soient aussi adossés à ces critères-là et que ça aurait dû être fait avant. On ne serait peut-être pas là. Vous demandez ce qu'il est possible de faire. Évidemment que si jamais vous pouvez manger bio et local, c'est mieux que si jamais vous ne mangez pas bio et pas local. Hein. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Moi, il y a d'autres choses quand même qu'on peut faire, et je pense que parmi ces choses, il y a quand même le fait d'appartenir à des associations, à des ONG. Vous n'êtes pas obligé d'y aller dans tous, mais choisissant-en au moins une, il y en a quand même pas mal qui défendent des choses là-dessus. Moi, celle que je soutiens le plus, c'est la FNH, Fondation pour la Nature et l'Homme. Avant, ça voulait dire Fondation Nicolas Hulot, mais pour des raisons que vous connaissez, elle a dû changer de nom. Là, il y a d'abord un conseil scientifique très fourni, il y a des agronomes comme Marc Dufumier qui sont des grands spécialistes de ces questions et qui font du bon travail. J'y suis aussi au conseil scientifique. Hein. Et cette fondation travaille beaucoup sur ces questions, mais sinon il y a aussi FNE, WWF, vous pouvez, ou Greenpeace. Moi je pense qu'il y a quand même pas mal d'ONG qui travaillent dans le bon sens sur ces questions et qui ont besoin d'être soutenues. Donc je pense que ça c'est un point important. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement, vous parlez de voter, mais il n'y a pas que voter, vous pouvez aussi écrire à vos élus. Alors évidemment, moins ils sont locaux, moins vous pouvez les atteindre, mais il n'empêche que on peut déjà travailler auprès des élus locaux sur lesquels on a accès. Je pense qu'il y a vraiment besoin qu'il y ait un mouvement. Et puis vous pouvez aussi diffuser les informations. Et je pense que c'est très important. Je pense que aujourd'hui, si les gens votent de façon aussi stupide, c'est quand même pas mal parce qu'ils sont largement désinformés. Et donc, si jamais on pouvait inverser un peu la tendance par le fait de diffuser les informations, les choses iraient quand même un peu mieux. Bon, et je ne sais pas s'il y a encore une question, mais je pense qu'il va falloir s'arrêter un moment ou un autre. Non, il faut que j'arrête moi aussi parce que je viens de recevoir un appel d'urgence, c'est Fan Food là. C'est pas une question, c'est juste le titre d'un film, là on parlait des scientifiques, tout ça, qui s'appelle La fabrique de l'ignorance. Oui, la fabrique de l'ignorance.
C'est Foucault qui l'a. Eh ben, on remercie donc Pierre-Henri et... Merci à vous.